Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Murmure. Petit aparté, n'hésitez pas, si ce format vous plaît, à laisser un commentaire, un abonnement ou un like. Ça donne beaucoup de force à la chaîne et ça vous permettra de recevoir des notifications dans les prochaines analyses des épisodes de Game of Thrones. Maintenant, entrons dans l'épisode. Ce que vous allez entendre est réel, même dans la fiction. Chaque image, chaque geste, chaque silence a un sens. Et aujourd'hui, nous allons les décoder. Cet épisode d'ouverture de Game of Thrones n'expose pas seulement une intrigue, il dresse une grille symbolique pour toute la saison. Chaque scène fonde l'univers, famille, valeurs, présages, et sème des signaux sur ce qui va advenir. Ici, rien n'est laissé au hasard. Dans cette analyse, on remonte des images aux intentions pour montrer pourquoi chaque détail compte. La série s'ouvre au delà du mur, dans la glace et le silence. 3 hommes de la garde de nuit avancent, et ce qu'ils découvrent n'est pas seulement de la chair mutilée. Les corps sont disposés en cercle, comme un message. Ce détail est crucial. Le cercle n'est pas un hasard. Dans toutes les cultures, il symbolise le cycle, le retour éternel. Ici, il annonce que la mort n'est pas une fin, elle revient. Et ce qui glace, c'est que le signe est lisible, comme un symbole, mais incompréhensible dans son sens, une peur cryptée. Mais au retour, tout a disparu. Le doute s'installe, jusqu'à ce que surgissent les marcheurs blancs, silencieux, implacables. 2 hommes meurent, le plus jeune survit. Et ce détail n'est peut-être pas un hasard. Les marcheurs auraient pu tuer les 3, mais ils laissent un survivant. Comme un messager, comme un avertissement. Ce n'est pas une fuite, c'est une mise en scène. Nous sommes de retour, et vous allez devoir nous voir. Lorsqu'il revient, il dit la vérité. J'ai vu ce que j'ai vu. Mais cette vérité est balayée. Le survivant est exécuté. Non seulement par Ned, mais aussi par une logique sociale. On ne veut pas croire à son récit, car l'homme préfère nier l'horreur que d'y faire face. Ici, tout est posé. Dans Westeros, la vérité est souvent étouffée, et la peur collective est une menace plus grande encore que l'ennemi lui-même. Si l'exécution du déserteur clôt l'histoire du survivant, elle ouvre une autre lecture, celle de Ned Stark et de ses enfants. Pour Ned, cet acte n'est pas une simple sanction, c'est un principe. Celui qui prononce une sentence doit être celui qui la porte. Pas d'intermédiaire, pas de délégation. La justice se vit directement dans le froid et dans le sang. Ce rituel n'est pas négociable. Ned n'agit pas par choix personnel, mais parce que c'est ainsi que cela doit être fait. Le poids de la tradition, plus fort que la compassion, domine chaque geste des Stark. C'est aussi un enseignement. Ned ne cherche pas à protéger ses enfants de la dureté du monde. Il veut au contraire les y confronter. Ils doivent voir, comprendre, apprendre que l'honneur et la responsabilité se paient toujours au prix fort. C'est une éducation par la loi, implacable, presque initiatique. Ce passage est aussi l'occasion de découvrir la maison Stark. Ned, seigneur de Winterfell, vit avec son épouse Catelyn. Ensemble, ils ont 5 enfants. Robb, l'héritier. Sansa, l'aînée des filles. Arya, la cadette rebelle. Bran, l'enfant agile. Et Rickon, encore tout jeune. À leur côté se trouve aussi Jon Snow, présenté comme le fils illégitime de Ned, élevé parmi eux, mais sans porter leur nom. Autour de cette famille gravitent d'autres visages. Maître Luwin, figure rassurante et paternelle, conseille et éduque dans l'ombre. Et Théon Greyjoy, élevé à Winterfell comme un proche, se distingue par une attitude plus narquoise, plus détachée que celle des enfants Stark. Sur le chemin du retour, les Stark
découvre un spectacle frappant. Un cerf éventré, et non loin, un loup géant, transpercé par ses bois. L'image est puissante. Le cerf est l'emblème des Baratheons, que nous découvrirons par la suite. Le loup, celui des Stark. Ici, la nature met déjà en scène la confrontation de deux maisons. Un affrontement inscrit dans la chair avant même que les hommes n'en prennent conscience. Mais un détail trouble encore plus la scène. Un loup géant n'est pas censé se trouver au sud du mur. Sa présence suscite l'inquiétude, comme si la nature elle-même annonçait qu'un déséquilibre est en marche, que quelque chose se trame. Pourtant, la mort du loup n'est pas la fin. Sous son corps gisent 5 louveteaux. Chacun d'eux est confié à un enfant Stark, comme si la nature avait prévu leur héritage. Un animal pour chaque enfant, un destin à apprivoiser. Ned, fidèle à son rôle de patriarche, transforme cette découverte en leçon. Vous les nourrirez, vous les dresserez, vous les enterrerez vous-même. Une initiation brutale à la responsabilité et à la survie. Au moment de partir, un 6e louveteau est découvert. Isolé, aux yeux rouges, il est confié à Jon Snow, l'enfant illégitime. Lui aussi a sa place, mais à part, marqué par la différence. Theon Greyjoy, présent dans la scène, réagit autrement, moqueur, presque cynique. Son attitude tranche avec l'attachement immédiat des enfants Stark. Et même si son rôle n'est pas encore expliqué, ce décalage laisse déjà entrevoir qu'il n'est pas tout à fait des leurs. L'importance du loup dans ce passage est immense. Ce n'est pas un simple animal, c'est un totem, un reflet de chaque enfant, un double animal qui accompagnera ou précédera leur destin. L'image est fondatrice. Chaque Stark hérite d'un compagnon qui symbolise sa force, sa fragilité et sa trajectoire. Rien ici n'est décoratif. Le cerf et le loup annoncent déjà l'affrontement des maisons. Les louveteaux marquent la transmission d'un héritage, et le loup albinos, aux yeux rouges, donné à Jon, isole le bâtard en lui offrant paradoxalement une place unique. Cette séquence en apparence simple agit comme une parabole. La nature parle avant les hommes, et dans ces signes se lit déjà le destin des Stark. L'intrigue bascule vers Port-Réal. La capitale est marquée par un deuil. Jon Arryn, main du roi, est mort. Dans une scène intime, la reine Cersei et son frère jumeau Jaime échangent quelques mots. Leur regard, leur ton, laissent planer un malaise. Cette mort n'a rien d'anodin. Rien n'est expliqué ici. Pas de cause, pas de détails. Mais le spectateur comprend déjà une chose essentielle. Ici, les vérités ne sont pas dites à voix haute. Port-Réal s'installe d'emblée comme un lieu d'ombre et de dissimulation. En contraste avec la rigueur glaciale de Winterfell, la capitale apparaît comme l'espace des secrets, des murmures et peut-être même des complots. De retour à Winterfell, l'annonce se précise. Jon Arryn est mort, officiellement d'une fièvre. La nouvelle bouleverse Ned et Catelyn. Pour eux, Jon Arryn n'était pas seulement la main du roi, c'était un père spirituel, un guide, celui qui avait élevé Ned et Robert. Sa mort est donc une perte intime, autant qu'un tremblement politique. Mais une autre nouvelle s'ajoute aussitôt. Le roi Robert lui-même arrive à Winterfell. Pas seulement en ami, mais en souverain, porteur d'une demande qui va bouleverser l'équilibre de la maison Stark.
Cette séquence installe un contraste fort. À Winterfell, la mort de Jon Arryn est reçue avec gravité, sobriété, loyauté. Tout est dit avec retenue. Pas de murmures, pas de faux semblants. Le Nord regarde la vérité en face, même lorsqu'elle est douloureuse. Et déjà, l'ombre d'un choix impossible s'avance pour Ned Stark. Rester fidèle à sa terre ou répondre à l'appel du roi? Winterfell se prépare. Les murs austères du Nord attendent la venue de la couronne. Les enfants Stark, coiffés et habillés, sont mis en ordre pour accueillir le roi et sa suite. L'arrivée est grandiose. La famille royale s'avance, menée par Robert Baratheon. 9 ans ont passé depuis sa dernière rencontre avec Ned. Leur accolade est chaleureuse, presque fraternelle. Entre eux, pas de protocole. 2 anciens compagnons d'armes se retrouvent. Mais l'ambiance n'est pas aussi simple. Cersei, la reine, se tient droite et distante, affichant une froideur que rien ne semble briser. Derrière l'accueil protocolaire, son attitude contraste avec la chaleur des Stark. Les enfants, eux, observent. Sansa croise le regard de Joffrey, fils du roi, et un jeu de séduction adolescent s'installe aussitôt. À l'opposé, Arya s'ennuie, impatiente de fuir le carcan de l'étiquette. La scène installe un contraste saisissant. Le Nord, rigide et sobre, accueille la couronne, brillante, mais lourde de sous-entendus. Derrière les sourires, on sent déjà que cet équilibre est fragile. L'alliance fraternelle entre Robert et Ned masque des tensions qui ne demandent qu'à surgir. Après les retrouvailles publiques, Robert entraîne Ned dans la crypte de Winterfell. Dans cet espace souterrain, entouré des statues des ancêtres, il évoque Lyanna, la sœur de Ned. À travers elle, dit-il, leur maison aurait dû être liée. Ces mots sont simples, mais lourds derrière le souvenir. On sent la blessure d'un passé brisé. Puis il enchaîne sur les Targaryens, déchus mais encore vivants, réfugiés au-delà de la mer. Pour Robert, leur seule existence est une provocation, une menace. L'association est implicite. Dans son esprit, les Targaryens et la perte de Lyanna font partie d'une même histoire. Enfin, Robert formule sa demande. Ned doit devenir la nouvelle main du roi pour remplacer Jon Arryn. Et pour sceller cette alliance, il propose l'union de leurs enfants, Joffrey et Sansa. Cette scène condense tout. Le poids d'un deuil, la haine d'un ennemi et la politique qui s'impose. Ned se retrouve pris entre sa fidélité au Nord et la loyauté à son roi, entre le souvenir d'une sœur et l'avenir de sa maison. Après la demande faite à Ned, l'épisode nous ramène vers les Lannister. Jaime, le frère jumeau de la reine, se distingue par son arrogance et son aisance. Guerrier réputé, mais insolent. Il incarne déjà une autre forme de pouvoir, celui qui s'impose par le charisme et la provocation. Tyrion, leur cadet, apparaît pour la première fois dans un bordel. Personnage marginal, nain moqué, mais d'une intelligence acérée. Il est introduit d'emblée à travers l'excès et la dérision. Sa relation avec Jaime révèle une complicité fraternelle inattendue dans cette famille de calcul. Ces deux figures offrent un contraste immédiat avec les Stark. Ici, pas de rigueur ni de tradition, mais du cynisme, de l'insolence et une forme de liberté.
Les Lannister ne sont pas présentés comme une maison unie par l'honneur, mais comme une fratrie complexe, où chaque membre avance à sa manière dans l'ombre du pouvoir. Loin de Winterfell et de Port-Réal, le récit change brutalement de décor. Au-delà de la mer, nous découvrons les derniers héritiers Targaryens, Viserys et sa sœur Daenerys. Leur situation est claire. Ils ne règnent plus, déchus, réduits à l'exil. Ils survivent grâce à la pluie d'alliés lointains. Mais Viserys, l'aîné, ne pense qu'à une chose, reconquérir le trône de fer. Il parle du royaume comme d'un droit naturel, d'une promesse volée qu'il compte reprendre, coûte que coûte. Sa sœur Daenerys, elle, est présentée autrement. Silencieuse, soumise à son frère, elle subit son autorité. Viserys la traite comme un objet, une monnaie d'échange. Dans sa bouche, le mot dragon n'est pas un héritage mythique, mais une menace qu'il brandit contre elle. Tout est dit dans cette relation. La soif de pouvoir de l'un, la résignation de l'autre. Les Targaryens apparaissent comme une maison brisée, dominée par l'obsession d'un frère et le sacrifice d'une sœur. La séquence se conclut sur une image troublante. Daenerys entre dans un bain brûlant. Sa servante la prévient, mais elle avance sans broncher. Ce geste agit comme un signe. D'un côté, il traduit sa résignation. Elle supporte tout, même la douleur. De l'autre, il ouvre une correspondance symbolique avec son emblème, le dragon, comme si la chaleur déjà faisait partie d'elle. L'exil des Targaryens prend un tournant politique. Viserys présente sa sœur à Khal Drogo, chef des Dothraki. Guerrier invaincu, portant une longue tresse comme preuve de sa puissance, Drogo incarne une force brute, redoutée par tous. Pour Viserys, ce mariage n'est pas une union, mais une transaction. Sa sœur est la monnaie d'échange. En l'offrant à Drogo, il espère obtenir une armée capable de reprendre Westeros et de restaurer son trône perdu. La scène est glaçante dans sa froideur. Viserys parle de Daenerys comme d'un objet. Ses désirs, ses peurs, sa liberté ne comptent pas. Elle est un outil dans sa stratégie. L'image de Daenerys, fragile, offerte sans pouvoir dire un mot, contraste avec la puissance silencieuse de Drogo. L'un voit en elle une conquête, l'autre un outil. Mais elle, pour l'instant, n'a pas de voix. Ici, tout est posé. La quête de Viserys est une obsession sans limite. Et le destin de Daenerys semble s'écrire dans la douleur. De retour à Winterfell, un banquet est donné en l'honneur du roi. L'ambiance contraste avec la rigueur du Nord. Robert s'abandonne à la nourriture et à la boisson, bruyant, sans retenue. Face à lui, Cersei reste distante, presque glaciale. Leur couple apparaît immédiatement comme déséquilibré. L'excès d'un côté, le mépris de l'autre. Autour de la table, les regards et les mots dessinent déjà des tensions. Jaime échange des piques avec Ned, avec l'assurance insolente de celui qui se sait protégé par son rang et par son épée. Sansa, de son côté, se rapproche de la reine. On perçoit dans ses gestes son désir d'entrer dans ce monde de cour et de magnificence. Arya, au contraire, fuit les convenances, cherchant à s'échapper de l'étiquette. Mais ce banquet ne se résume pas à une façade politique. Dans l'ombre de la fête,
Benjen Stark discute avec Ned. Tous deux reparlent de l'exécution du déserteur, des rumeurs de marchands blancs et du loup géant découvert au sud du mur. Des signes inquiétants qui semblent annoncer un déséquilibre plus vaste. La phrase revient comme un avertissement. L'hiver vient. Plus loin, Benjen échange avec Jon Snow. Le jeune bâtard exprime son désir de rejoindre la garde de nuit. Benjen, qui en est membre, le met en garde. Cette décision n'est pas un jeu. La garde exige tout, sans retour possible. Dans ces mots, Jon est renvoyé à sa condition. Fils illégitime, en quête de reconnaissance. Prêt à chercher sa place au prix d'un sacrifice radical. C'est aussi à ce moment que Jon croise Tyrion Lannister, le nain, moqueur mais lucide. On reconnaît chez lui le poids d'une différence que tous voient, mais que peu osent nommer. Leur échange est bref, mais il installe déjà une complicité inattendue entre deux marginaux. Ce banquet, entre excès royaux, tensions implicites et confidences à voix basse, dresse un portrait complet. Le Nord et la couronne se côtoient. Mais chacun révèle, derrière le masque de la fête, sa vérité intime. Alors que la cour dort, Catelyn reçoit une visite nocturne. Maître Luwin apporte un message de Lysa, sa sœur. La lettre est alarmante. Elle accuse les Lannister d'avoir assassiné Jon Arryn, son mari. Et elle révèle qu'elle a fui Port-Réal avec son fils, convaincue que la capitale est devenue un piège mortel. Ce détail donne au message un poids immense. Jon n'était pas seulement la main du roi, il était aussi l'époux de Lysa, donc lié par alliance à la maison Stark. Sa mort touche directement la famille de Catelyn, au-delà des enjeux politiques. L'avertissement devient alors personnel. Ce n'est pas une rumeur lointaine, c'est la voix d'une sœur en fuite qui appelle à la prudence et désigne les Lannister comme responsables. Pour Catelyn et Ned, tout bascule. Ce qui paraissait une demande politique lourde mais amicale prend désormais un sens vital. Refuser, c'est risquer de laisser Robert seul face aux Lannister. Accepter, c'est plonger au cœur d'un piège. La conversation entre Ned et Catelyn révèle l'essence du personnage. Il n'a pas l'ambition de quitter Winterfell, mais le devoir, la loyauté et la pression familiale pèsent plus lourd que ses désirs personnels. Ce message transforme la requête de Robert en obligation. Ce n'est plus une faveur entre amis, c'est une question de survie pour le royaume et pour l'honneur des Stark. Le mariage de Daenerys et Drogo est célébré dans un banquet d'une violence et d'une étrangeté totale. Les Dothraki boivent, s'affrontent, dansent avec fureur. Aux yeux de Daenerys, tout paraît brutal, étranger, inquiétant. C'est dans ce tumulte qu'apparaît Sir Jorah Mormont, chevalier exilé du Nord, qui se place à son service. Son geste donne un visage humain dans ce monde hostile, mais rappelle aussi que les Targaryens attirent encore des alliés. Puis viennent les cadeaux. Le plus marquant est celui de 3 œufs de dragon offerts à Daenerys. Fossilisés, magnifiques. Ils sont des vestiges d'un âge disparu. Ce ne sont pas de simples présents. Ils portent une charge symbolique immense. Les dragons ne vivent plus, mais leur héritage repose désormais dans les mains d'une jeune femme
encore effacé. La séquence oppose deux images. D'un côté, la violence déchaînée des Dothraki, de l'autre, Daenerys, silencieuse, recevant l'ombre d'une puissance disparue. Tout est dit. Son destin ne sera pas celui d'une épouse ordinaire. L'épisode se termine à Winterfell par une séquence brutale. Bran escalade les murailles comme à son habitude. Curieux, insouciant. Il explore les hauteurs de la forteresse. Mais derrière une fenêtre, il surprend l'inimaginable. La reine Cersei et son frère jumeau Jaime en plein ébat. L'inceste, secret impensable, est révélé par les yeux d'un enfant. Bran n'a pas le temps de fuir. Jaime l'attrape, le regarde et prononce une phrase glaciale. « Les choses que je fais par amour. » Puis, il le pousse dans le vide. La chute de Bran clôt l'épisode sur un silence glaçant. L'innocence est brisée. Derrière les intrigues et les complots, on découvre la violence nue, prête à tout pour protéger un secret. Ce final agit comme une déclaration d'intention. Dans Westeros, même un enfant peut être sacrifié pour que le pouvoir survive. Ce premier épisode ne raconte pas seulement un début, il trace une règle. La peur est niée, l'honneur exigé, le pouvoir corrompu, l'innocence brisée. L'hiver vient, et rien, ni serment, ni sang ne sera épargné.